Salam alaikum. Alors aujourd'hui on va continuer dans le cours sur la corde vibrante. Alors je vous rappelle, la fois passée on a écrit le mouvement libre d'une corde pour différentes situations physiques d'extrémité. On avait le cas de deux extrémités fixes, deux extrémités libres. Et aujourd'hui, on va appliquer les conditions initiales, c'est-à-dire AT égale à 0 sur ce mouvement libre. Alors pour cela, on va traiter aujourd'hui le cas d'un mouvement libre d'une corde pincée. Voilà. Alors, on a une corde continue de masse linéique, toujours, qui a de longueur L soumise à une tension T0 et fixé à ses extrémités, c'est-à-dire en x égale à 0 et en x égale à L. Mais cette fois-ci, on va la pincer en x égale à L, voilà, à une hauteur de H, voilà, suivant Y, et on va la lâcher sans vitesse initiale. Voilà, c'est ça les conditions initiales qu'on va appliquer à cette corde continue. Voilà. Alors, on rappelle le mouvement général d'une corde fixée à ses extrémités s'écrit sous cette forme: y de x de t égale à la somme de n égale à 1 jusqu'à l'infini à n sinus n pi l x cosinus oméga n t plus phi n. Voilà. Avec oméga n, ce sont les modes de vibration, plutôt les pulsations propres de chaque mode de vibration pour le cas d'une corde dont les extrémités sont fixes. Bien sûr, T0, racine de T0 sur mu, c'est la vitesse, et le NP sur L, c'est le nombre d'ondes Kn. Bien sûr, le N prend des valeurs discrètes mais infinies. Voilà. Alors, la fois passée, on a dit que les AN et les phi n sont des constantes à définir par les conditions initiales. Et bien, cette fois-ci, on va appliquer des conditions initiales pour une corde pincée, comme je viens de l'expliquer. Voilà. Alors, l'application des conditions initiales, c'est que la position de chaque particule en x à t égale à 0, c'est la forme de la corde à t égale à 0, c'est-à-dire y, x, mais à t égale à 0, c'est cette forme-là. Voilà. C'est cette forme que va prendre la corde à t égale à 0. Voilà. Une autre condition, c'est que la vitesse de chaque particule en x à t égale à 0, voilà, puisque on lâche la corde sans vitesse initiale, c'est-à-dire que chaque masse, chaque particule de la corde en x aura une vitesse nulle. Voilà, nous permet de définir les constantes AN et phi n. Voilà, on va appliquer ces deux conditions initiales. Alors, bien sûr, à t égale à 0, la corde est pincée en x égale à L sur 2 à une hauteur h. C'est que on doit donner la forme de la corde. Voilà, c'est la forme de la corde. C'est une fonction, voilà, qui a une pente, voilà, une pente positive de x égale à 0 à x égale à L sur 2 et une pente négative de x égale à L sur 2 à x égale à L, de telle façon à ce que f de x, alors entre 0 et L sur 2, la pente c'est 2h sur L, voilà, voilà, la pente c'est h sur L sur 2, c'est pour ça on trouve 2h sur L, bien sûr avec une fonction linéaire x, c'est pour ça on a écrit entre 0 et L sur 2, la forme de la corde à t égale à 0, elle est égale à 2h sur L fois x. X c'est la variable. Maintenant, entre L sur 2 et L, on aura la même pente, voilà, mais elle est négative, et avec un décalage de la fonction de L.
C'est pour ça on va écrire x moins l. Voilà, la pente elle est négative, moins 2h sur l, x moins l. Alors on peut vérifier que par exemple en x égale à l, la fonction f de x elle est nulle. Voilà, vous pouvez vérifier, vous remplacez l par x par l et vous trouvez que f de x en l égale à 0. Et bien f de x c'est la fonction qui dépend de x et qui donne la forme initiale de la corde. Voilà. Alors, mais on a d'autre part que f de x, c'est-à-dire la forme de la corde ax égale à 0, c'est bien le mouvement, le déplacement transversal de la corde à t égale à 0 qu'on vient de trouver, qui est égal à la somme de an sinus npi sur lx cosinus phi n. Voilà, c'est ce qu'on vient de voir ici. C'est-à-dire on a remplacé t par 0. On aura cosinus phi an sinus npl x. Voilà. C'est-à-dire qu'on a d'une part une fonction, voilà, qui peut être écrite sous cette forme, sous une forme d'une somme ou d'une série. Voilà. Alors la corde est lâchée sans vitesse initiale, c'est-à-dire que la dérivée de y par rapport à t, c'est-à-dire le déplacement transversal dérivé par rapport au temps et en remplaçant à t par 0 égale à cette expression-là. Voilà. On va dériver par rapport au temps, on aura moins oméga n sinus oméga nt plus phi n, voilà, égale à. Et en même temps, elle est égale à 0 pour n'importe quelle valeur de x, puisque à t égale à 0, toutes les masses de la corde sont lâchées à une vitesse nulle. Alors on va prendre une fonction g de x qui est nulle partout, entre x égale à 0 et x égale à l. Alors, on vient d'appliquer tout simplement les conditions initiales, bien sûr en utilisant la forme du déplacement qu'on a trouvé la dernière fois. Voilà, on a remplacé t par 0. Voilà. Alors, on peut dire que f de x, alors on a f de x égale à an sinus npi lx. Alors on va prendre un changement de notation. An cosinus phi n, ce sont des constantes. Et bien on va prendre le bn égale à an cosinus phi n. Voilà. Cette fonction qui s'écrit sous la forme d'une somme infinie, elle est en même temps une forme analytique par partie, c'est-à-dire sur un intervalle, sur le deuxième intervalle, voilà. Et g de x, voilà, puisque g de x, c'est aussi, elle est bien sûr égale à 0, mais en réalité, c'est cette forme-là. Alors, on a moins an oméga n, sinus phi n sont des constantes qui ne dépendent pas de x, et bien on va les mettre tous dans un paramètre Cn, voilà, et on aura en fin de compte f de x, c'est la somme avec des constantes bn sinus np sur lx, et g de x qui est en même temps nul, mais n'empêche que ça peut être écrite sous cette forme comme une somme de fonctions sinusoïdales avec des facteurs Cn qu'on donne l'expression ici. Voilà. Mais il faut faire attention que ces deux fonctions f de x et g de x sont définies juste dans l'intervalle 0 et n. Entre 0 et n. Voilà. Alors la fonction f de x, forme de la corde at égale à 0, est décomposée sur une base de fonctions orthogonales entre n. Voilà. F de x. Voilà. C'est comme si on a vu la fois passée que les fonctions sinus np lx sont des fonctions orthogonales entre L, c'est-à-dire l'intégrale entre 0 et L
fois le produit de deux fonctions avec n et m égale à 0. Voilà. Donc n est différent de m. C'est un résultat qu'on a déjà trouvé la fois passée. Avec Bn sont les composantes. Alors, vous pouvez voir la chose comme si on a un vecteur qui est décomposé sur une base, mais la base, ce n'est pas des vecteurs, mais c'est des fonctions. Voilà. Vous pouvez faire cette analogie avec ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Alors bien sûr, un autre résultat très important, c'est que le 0 peut s'écrire, voilà, le 0, c'est-à-dire la valeur 0 peut s'écrire comme une somme infinie de fonctions sinusoïdales avec les composantes Cn, voilà, avec Cn c'est l'expression. Alors, notre tâche est de trouver les valeurs de An et Φn à partir de Bn et Cn. Rappelez-vous que la définition complète de y de x de t, voilà, nécessite la connaissance des An et des Φn. Et on a dit que pour trouver les An et les Φn, on doit appliquer des conditions initiales. C'est ce qu'on est en train de faire. Voilà. C'est pour ça on aura An et Φn, on a Bn égale à An cosinus Φn et Cn égale à moins An oméga n sinus Φn. Alors vous pouvez voir que si on divise Cn par oméga n et qu'on élève au carré, puis on le somme avec le carré de Bn, on va avoir An au carré cosinus au carré Φn plus An au carré sinus au carré Φn qui est égal à An au carré. Voilà. C'est-à-dire ça nous donne une relation entre les An et les Bn et les Cn, les fonctions ou bien les composantes des fonctions f de x et g de x. Voilà. Et tangente phi, voilà, on divise sinus phi n par cosinus phi n, voilà, on aura moins Cn sur Bn oméga n, voilà, il manque un oméga n ici. Alors on aura phi n égale à arc tangente moins Cn Bn oméga n. C'est pour vous dire que pour trouver les valeurs de An et Φn, il faut tout d'abord trouver les valeurs de Cn et Bn, puisque oméga n sont des paramètres qui sont déjà connus. C'est les pulsations propres du système. Voilà. Alors notre tâche dorénavant, c'est de trouver les valeurs de Bn et Cn. Voilà. Alors, cette décomposition fait penser à la théorie de la décomposition de fonctions en série de Fourier. Alors, il y en a parmi vous qui n'ont jamais entendu parler de cette théorie, la théorie de Fourier. Il y en a d'autres qui ont entendu parler de cela. Mais dans ce cours, on va faire les choses dès le départ, c'est-à-dire, comme on dit en anglais, from the scratch. Voilà. Alors, et on va expliquer en détail qu'est-ce que cela veut dire. Alors, l'idée d'une décomposition, bien sûr, c'est-à-dire à travers l'explication, vous avez déjà constaté qu'on a écrit cette fonction, qu'on a déjà la forme, on l'a écrite sous une forme d'une décomposition en une série de fonctions sinusoïdales. Et bien, c'est le principe même de la théorie de Fourier, ce qu'on appelle l'analyse de Fourier. Voilà. Alors, l'idée d'une décomposition d'une fonction en une série de fonctions sinusoïdales peut être saisie de la manière suivante. Alors, par exemple, on va prendre la somme de fonctions sinusoïdales de période dont les valeurs sont des diviseurs par un entier n d'une période de base. Voilà, c'est une terminologie lambda, c'est une période de pi. Voilà, par exemple sinus x, et bien sinus x, la période comme période c'est 2pi, parce que toute fonction doit être écrite sous cette forme, sinus 2pi sur la période fois x. Et bien si on fait par exemple la somme de fonctions sinus et cosinus, voilà, x et 2x, c'est-à-dire avec la période qui
on divise à chaque fois la période par un nombre entier, par 1, par 2, par 3, voilà, avec des coefficients différents. Et bien si on fait la somme de cette série de fonctions sinusoïdales, et bien on trouve la chose suivante. Voilà. C'est cette forme-là. C'est-à-dire, c'est comme si on a fait la somme de fonctions sinusoïdales pour trouver cette fonction. Alors, on peut, par exemple, par un argument dans le chemin inverse, c'est que cette fonction qui paraît un peu bizarre, voilà, qui n'a pas une forme bien connue, elle est en réalité la superposition de fonctions sinusoïdales simples avec une fréquence qui se double à chaque fois. 2, 3, c'est la période, c'est la fréquence, c'est l'inverse de la période. Voilà. Voilà, c'est comme si on a décomposé cette fonction en une série de fonctions sinusoïdales. C'est un cas simple, mais juste pour saisir un petit peu l'idée de la théorie de Fourier. Alors l'idée de la décomposition en série de Fourier et fonctions sinusoïdales est d'aller dans le chemin inverse. C'est-à-dire que on vous donne une forme un peu bizarre quelconque d'une fonction et on vous demande quelles sont les fonctions sinusoïdales simples qui composent cette fonction qui vous paraît un peu arbitraire de forme quelconque. Et bien c'est le travail qu'a fait Fourier et selon laquelle il va établir sa théorie de Fourier ou ce qu'on appelle l'analyse spectrale des fonctions. Voilà, bien sûr à une variable. Alors, on donne une fonction quelconque, voilà, et on cherche les coefficients correspondant à chacune des fonctions sinusoïdales de périodes différentes. Bien sûr, il y a certaines restrictions, c'est que la fréquence ou la période, c'est un multiple. Alors, on va choisir des valeurs bien précises de la fréquence. Bien sûr, les fonctions restent, c'est des sinus et des cosinus. Les coefficients, on doit les trouver. Voilà. Alors, c'est quoi le théorème de Fourier, établi en 1807? Alors, toute fonction, bien sûr, ce n'est pas un cours de maths, mais vous pouvez voir dans les manuels de cours de maths pour voir plus de détails sur le théorème de Fourier. Ici, on va prendre juste les résultats qui nous importent. Voilà. Alors, toute fonction f de x, alors je fais un mélange entre f, petit f et f, mais c'est la même fonction. F de période, alors toute fonction périodique de période lambda, telle que, voilà, f de x égale à grand f de x, voilà, et qui s'étend de moins, c'est-à-dire elle est définie de moins l'infini à plus l'infini, et satisfaisant à certaines conditions analytiques, c'est-à-dire en anglais on dit qu'elle well-behaved function. Elle est continue, monotone, voilà, c'est pratiquement toujours réalisée en physique, voilà. Par exemple, la tangente x ne peut pas être décomposée en série de Fourier, par exemple. Peut être écrite sous la forme d'une série de fonctions sinusoïdales, série de Fourier, dite série de Fourier, sous cette forme, f de x, c'est-à-dire on a la forme f de x, et bien on peut appliquer ce théorème à n'importe quel f de x, à condition que la fonction, c'est-à-dire en question, a une période et définie de moins l'infini à plus l'infini. Ce sont deux conditions voilà, nécessaires pour faire cette décomposition. Et bien, toute fonction, on peut l'écrire sous cette forme. La somme de n égale à 0 à l'infini, à n sinus n de pi lambda sur lambda x plus bn cosinus n de pi sur lambda x. Voilà.
avec a, n et bn, ce qu'on appelle les coefficients de Fourier. Voilà. Alors, vous avez la fonction d'une part, elle est analytique, elle n'est pas analytique. Voilà. Et bien, le deuxième membre, vous avez le lambda, c'est-à-dire vous devez définir la période de la fonction. Et si on vous dit décomposer une fonction f de x, c'est-à-dire vous devez entendre définir les valeurs de an et bn de n égale à 0 à l'infini. Voilà, c'est ça la tâche de décomposition d'une fonction en série de Fourier. Voilà. Alors, la fonction s'écrit bien sûr, puisque si vous remplacez n égale à 0, et bien a0 sinus 0 c'est 0, b1 cosinus 0 c'est 1, et bien b0 on va sortir le b0 voilà, à l'extérieur, on aura b0. Alors parfois vous trouvez b0 sur 2, c'est une convention, voilà. Plus, alors on commence la série par n égale à 1, voilà. Alors, la tâche la plus importante dans une décomposition, comme je viens de le dire, c'est de trouver les coefficients de Fourier an et bn. Alors, comment on va trouver ces coefficients? Eh bien, des astuces simples que vous pouvez trouver dans les manuels, les bouquins de maths. Eh bien, la première astuce pour trouver B0, eh bien, on fait l'intégration entre de f de x, voilà, des deux membres, entre deux points qui sont séparés par une longueur, une période. Voilà. Alors, on peut prendre, par exemple, pour simplifier les choses, entre 0 et lambda. Voilà, entre 0 et lambda. Et on intègre les deux membres. Voilà, on intègre 0, b0 dx, l'intégration, voilà, vous avez l'intégration de 3 termes, voilà, avec la somme. Alors, il est facile de vérifier que, voilà, les sinus, l'intégrale de sinus sur une période, ou bien le cosinus, c'est nul. Voilà, c'est un calcul simple que vous pouvez faire vous-même, voilà. Alors, sachant que ces deux intégrales sont nulles, il ne reste que la première intégrale. Voilà. Et bien, ça nous donne l'intégrale de 0 à lambda f de x dx égale à l'intégrale de 0 à lambda b0 dx. Et puisque b0 c'est une constante, on peut le sortir de l'intégrale et faire l'intégrale de 0 à lambda, ça donne lambda. Et bien, b0 égale à 1 sur lambda, l'intégrale de 0 à lambda f de x dx. Alors on dit que c'est la moyenne de f de x. Voilà, on vient b0 représente la moyenne de f de x. Voilà. C'est comme ça que vous pouvez trouver la valeur de b0. Maintenant, pour trouver les valeurs de an, rappelez-vous qu'on doit toujours encore trouver les an et les bn. Alors pour trouver les an, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, on multiplie, voilà, on multiplie les deux membres par sinus, voilà, on multiplie par sinus m de pi lambda x et on intègre les deux membres. Alors, le premier membre, on aura 0 lambda f de x sinus m de pi lambda x dx. De l'autre côté, on aura l'intégrale sur b0, voilà, sinus m de pi lambda x dx, plus, voilà, on fait entrer l'intégrale dans la somme, voilà, vous avez an sinus n de pi lambda x sinus m de pi lambda x dx, plus la somme de b1 cosinus sinus m de pi la x dx, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On vient de vérifier que l'intégrale de sinus, voilà, bien sûr, il manque ici un dx, et dx ici, égale à 0. C'est pour ça, cette première intégrale, elle est nulle. Voilà. Aussi, on a vérifié que les fonctions sinus n de pi sur lambda pour n égale sont orthogonales entre elles, c'est-à-dire que pour n différent de m, on aura, vous pouvez vérifier cela. Voilà, les fonctions, ce sont des fonctions orthogonales entre eux. Tant que n est différent de m, vous aurez 0. Voilà, c'est pour ça
l'intégrale pour la deuxième intégrale du second membre, voilà, ici, c'est-à-dire pour n différent de m. Maintenant, vous avez l'intégrale de 0 à lambda sinus n de pi lambda x sinus m de pi x égale à, voilà, c'est la formule trigonométrique, sinus fois sinus a sinus b égale à n demi de sinus a moins b moins sinus, moins cosinus, plutôt cosinus a plus b. Alors, pour n égale à m, le second membre de l'équation s'écrit comme, voilà, dx. Et bien, ici, vous avez, si n égale à m, vous avez cosinus 0. Cosinus 0, c'est 1. Voilà, c'est pour ça qu'on a mis n demi dx. Alors que moins cosinus, si vous avez n plus m, n égale à m, c'est-à-dire 2n, c'est pour ça que vous aurez 4n pi sur lambda x dx, mais vous pouvez vérifier vous-même que cette intégrale est nulle, voilà, et on aura n demi de lambda, voilà, n demi de lambda, voilà. Pour la troisième intégrale de l'équation, voilà, l'intégrale, la troisième intégrale, c'est celle-là, voilà. Alors on aura l'intégrale de cosinus n de pi lambda x sinus m de pi lambda x dx égale à, alors on va utiliser toujours les relations trigonométriques, cos a cos b égale à sinus a moins b plus sinus a plus b, et bien on aura n demi de sinus mn, sinus n plus m. Alors dans le cas où m égale à n, on aura sinus 0, et bien c'est toujours 0, mais aussi si on a m différent de n, l'intégrale de sinus c'est toujours 0. De même pour sinus n plus m, si n égale à m, on aura sinus c'est 0, n différent de 1, on aura toujours sinus égale à 0. Et bien dans ce cas, les deux intégrales sont nulles, voilà. Pour ça, on aura cette intégrale, c'est-à-dire la troisième intégrale, elle est nulle. Alors en fin de compte, voilà, de ces trois intégrales, on a vu que cette intégrale, elle est nulle. La troisième, elle est nulle pour n'importe quelle valeur de n. Celle-là, elle est non nulle, sauf si n égale à m. C'est-à-dire, parmi tous les termes de n égale à 1 jusqu'à l'infini, on aura juste une intégrale qui est non nulle. Voilà, c'est pour ça on aura an, l'intégrale, égale an lambda sur 2. Et bien, on a vu que les trois intégrales sont nulles, sauf une, voilà, et on va l'égaliser à cette intégrale. C'est pour ça on aura, en fin de compte, l'intégrale de 0 lambda f de x sinus n de pi lambda x dx égale à an lambda sur 2. Finalement, on trouve que an égale à 2 sur lambda, l'intégrale de 0 à lambda, f de x sinus n de pi sur lambda x dx. Et bien, c'est la forme, ou bien l'expression qui nous permet de définir le coefficient de Fourier à n. C'est-à-dire, on doit connaître bien sûr la période de la fonction, on doit trouver, avoir la forme de la fonction, on fait l'intégrale et on trouve les an. Voilà. Alors pour le bn, on fait la même chose, mais cette fois-ci, on va multiplier par cosinus m de pi sur lambda x. On aura cette forme-là. Vous pouvez faire les calculs vous-même. Ben, c'est comme on a vu la fois passée, cette intégrale, elle est nulle. Cette intégrale, elle est nulle. Voilà, parce qu'on a sinus et le cosinus. On vient de voir que elles sont toutes nulles. Voilà. La troisième intégrale, toutes les intégrales, elles sont nulles, de n égale à 1 jusqu'à l'infini, sauf une, celle qui correspond à n égale à m. Voilà. Et bien, vous trouvez, après un calcul simple, vous pouvez trouver que bn égale à 2 sur lambda,
l'intégrale de 0 à lambda f de x cosinus n de pi sur lambda x dx. Et bien, juste pour comparer, vous avez les an avec un sinus, les bn, c'est avec un cosinus. Voilà. Alors, l'ensemble des valeurs an et bn constitue ce qu'on appelle le spectre de la fonction f de x. Les valeurs en abscisse, on va les mettre en abscisse, les valeurs n de pi sur lambda, indiquent le rang de l'harmonique. C'est-à-dire la première harmonique, n égale à 1, la deuxième harmonique, c'est n égale à 2, troisième, et ainsi de suite. En hauteur, on trace les segments AN ou BN, amplitude des harmoniques, appelées aussi spectre de Ré. C'est-à-dire, on fait la décomposition. La décomposition, c'est quoi? C'est de trouver AN et les BN. Bien sûr, on a les valeurs des harmoniques. Et bien, sur une courbe, sur un graphe, on va tracer les AN avec les amplitudes, avec une échelle. Bien sûr, vous avez les AN sinus n de pi lambda x plus BN cosinus. On peut l'écrire sous cette forme. C'est une forme habituelle, Sn. Au lieu de prendre deux amplitudes, on va prendre juste une amplitude et un déphasage. Voilà. Et avec Sn égale à racine carrée de AN au carré plus BN et le tangent phi n, les phi n, AN sur BN. C'est ce qu'on appelle le spectre de la fonction f de x. Voilà. Alors, si quelques résultats, quelques théorèmes, on ne va pas les démontrer ici, mais juste les résultats. Et ces résultats vont nous aider à alléger les calculs. Alors, si la fonction f de x est paire, c'est que les an sont nuls. Les an doivent être nuls, quel que soit n. Et bien, si on a une fonction f de x paire, la décomposition en série de Fourier s'écrit sous cette forme. Voilà. On a juste les cosinus. Et vous pouvez, c'est-à-dire à l'évidence, voir que si une fonction paire, cosinus, elle est aussi paire. C'est pour ça une fonction paire ne peut se décomposer que sur des fonctions paires. Si la fonction f de x est impaire, c'est que f de x égale à moins f de moins x, et bien ce sont les b1 qui doivent être nuls, quel que soit n, et une fonction impaire, elle est décomposée en une série de fonctions impaires, sinus. Voilà, sinus n de pi sur lambda, x, bien sûr, n ça va de 0 à l'infini ou de 1 à 0, puisque sinus 0 c'est 0. Voilà. Ce sont deux résultats qui vont nous aider à alléger les calculs. Voilà. Alors, pour comprendre ce qu'on vient de faire, voilà, on va prendre un exemple de l'analyse de Fourier et on va proposer une fonction f de x qui s'étend de 0 à L et qui a la forme suivante. Elle est 0 où x égale à 0 et x égale à L. L égale à une valeur de l'unité entre 0 et L. On appelle une onde en créneau, cette forme-là, f de x. Et on vous demande de faire la décomposition de cette fonction en une série de Fourier. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire quelques remarques. Alors, la fonction présente une discontinuité pour x égale à 0, x égale à L. Il ne satisfait pas l'hypothèse d'une fonction partout lentement variable. En réalité, cette hypothèse, elle n'est pas nécessaire. Mais à chaque fois que la fonction est lentement variable, la décomposition est exacte. Voilà, il y a des problèmes que vous pouvez voir dans un cours sur les séries de Fourier, sur la forme, les discontinuités, la présence des discontinuités sur la fonction et qui pose problème dans la décomposition. Voilà. La représentation série de Fourier n'en donnera donc pas une représentation parfaite. Voilà. Mais quand même, elle nous donne des résultats fiables. La fonction f de x est définie sur un intervalle et non pas intervalle limité et n'est pas périodique, d'où la nécessité de construire à partir de f de x une fonction
grand f de x prolongement, ce qu'on appelle un prolongement périodique qui est défini sur moins l'infini à plus l'infini. Voilà, parce que les deux conditions pour faire une décomposition d'une fonction en série de Fourier, c'est que la fonction doit être définie de moins l'infini à plus l'infini, et en plus elle doit être périodique, c'est-à-dire on doit connaître la valeur de la période lambda, sinon on ne peut pas faire la décomposition. C'est pour ça. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ici? Comment faire pour résoudre ce problème? C'est qu'on va fabriquer à partir de f de x une autre fonction f, voilà, c'est la forme, f de x, qui contient cette f de x, et en plus, elle doit être définie de moins l'infini à plus l'infini avec une période lambda. Alors, on a la possibilité de choisir f de x comme fonction paire ou impaire. Voilà, pour alléger les calculs. Voilà, dans le cas présent, on choisit une fonction impaire. Voilà, on choisit une fonction impaire. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est qu'on a notre fonction, voilà. On nous demande de faire la décomposition en série de Fourier de cette partie-là, de x égale à 0 à x égale à n. Mais apparemment, elle n'est pas définie sur tout l'intervalle moins l'infini à plus l'infini. En plus, elle n'est pas périodique. Et bien, pour contourner ce problème, qu'est-ce qu'on doit faire? On va fabriquer nous-mêmes une fonction qui contient la fonction f de x. Voilà, c'est entre 0 à x égale à 0, x égale à l, elle est la même que f de x. Mais elle s'étend de moins l'infini à plus l'infini. En plus, elle est périodique, de période de l. Voilà, elle est de période de l. En plus, cette fonction, elle est impaire. Voilà, elle est impaire. C'est pour ça, f grand F de x, elle est nulle en x égale à l, en x égale à 0, en x égale à 2l, en x égale à moins l, voilà. Elle est égale à 1 entre x égale à 0 et x égale à l. Elle est égale à moins 1 entre l, 2l par exemple, entre moins l et 0, voilà. C'est une fonction, on a fabriqué une fonction qui répond aux conditions de décomposition en série de Fourier. Voilà, c'est pour ça. Alors la décomposition, on va la faire sur la fonction grand F de x, et après on va revenir sur l'intervalle x égale à l, x égale à 0 vers x égale à n. C'est-à-dire, maintenant on a la permission de faire la décomposition. Voilà, l'autorisation. Alors la fonction grand F ainsi construite est impaire, c'est-à-dire c'est que, puisqu'elle est impaire, c'est que les coefficients B1 sont nuls. Voilà, d'emblée. Défini dans l'intervalle moins l'infini plus l'infini avec une période lambda égale à 2L. C'est que cette partie-là qui se répète à l'infini. Voilà, de moins l'infini à 0, moins 0, 2, à plus l'infini. C'est une fonction périodique de période de n. Alors, bien sûr, le B1 égale à 0, c'est que grand F de x s'écrit sous cette forme. N, la somme de n égale à 0 à l'infini à n sinus n de pi sur lambda x égale à, alors bien sûr n égale à 0 sinus 0, c'est qu'on commence par n égale à 1. Voilà, n pi sur l x, parce que lambda égale à 2l, rappelez-vous, 2l. Alors le 2 saute avec le 2, on aura an sinus n pi sur l x. Alors reste à calculer, voilà, reste à calculer les coefficients a n. Alors bien sûr, an, je vous rappelle, c'est la formule qu'on a déjà trouvée, c'est an égale à 2 sur la période, ici c'est 2l. Alors l'intégrale entre deux points séparés d'une période, c'est-à-dire on va prendre pour c'est-à-dire simplifier les choses entre 0 et 2L, mais on pouvait prendre entre moins L et L, voilà. On pouvait prendre entre moins L sur 2 et 3L sur 2, voilà. L'essentiel, c'est que l'intervalle est, c'est-à-dire égal à la longueur d'onde, la période plutôt. Voilà, c'est pour ça. Alors 2 saute avec le 2, 1 sur L.
Alors, vous avez f de x qui a deux formes. Elle est égale, puisqu'on travaille entre 0 et 2n, alors grand f de x, elle est égale à 1 entre x égale à 0 et x égale à l. Voilà, entre 0 et l. Et entre l et 2l a une autre forme, f de x. Voilà, c'est pour ça. Alors, voilà, c'est pour ça, an égale à 1 sur l. Et bien, dans cet intervalle, la fonction f de x, elle est égale à 1. Dans l'intervalle L de L, elle est égale à moins 1. C'est ce qu'on vient de décrire ici. Voilà. On remplace grand f de x par 1. Ici, on remplace grand f de x par moins 1. Alors, l'intégration, c'est une chose simple. On devient ici, et on prend, alors, an égale à 1 sur L, l'intégrale, voilà, c'est, on prend an égale à 1 sur npi, puisque le L avec le L saute, 1 moins cos npi, voilà, c'est ce terme-là, plus cosinus de npi moins cosinus npi, voilà. Alors, le cosinus de npi, c'est 1. Alors, on aura 2 moins 2, voilà, on fait sortir le 2 à l'extérieur, on aura 1 moins cos npi. À n égale à 1 moins cos npi. Alors, le cos npi, il est égal à 1 si n est pair, c'est-à-dire cosinus de pi, c'est 1, alors que cosinus pi, c'est moins 1. C'est pour ça, pour impair, on aura moins 1, alors 1 moins moins 1, c'est 2, 2 fois 2, c'est 4, on aura 4 sur npi si n est impair. Alors que si cosinus, le n est pair, c'est-à-dire cosinus de pi égale à 1, 1 moins 1, c'est 0. Et on aura à n égale à 4 sur npi avec n impair. D'ailleurs, il y a des théorèmes qui vous disent que les an pour certaines valeurs pour certaines symétries de la fonction, vous aurez les coefficients sont nuls si le n est impair et le n est pair. Mais c'est pas un cours de maths. C'est pour ça je vous recommande de voir un cours de maths. Voilà. Alors finalement, la fonction f de x s'écrit. Alors pourquoi on a pris le p? Parce que ici n est impair, c'est-à-dire on va prendre 1, 3, 5, 7, 9. Alors ces valeurs-là, on va les prendre, on peut les écrire sous cette forme, 2pi plus 1, avec p égale à 0. Rappelez-vous ici que le n va de 1 jusqu'à l'infini, mais puisqu'on a remplacé n par 2pi plus 1 pour avoir juste les valeurs impaires, et bien p ça commence par 0. Alors vous aurez pour p égale à 0 1, pour p égale à 1 vous aurez 3, p égale à 2 vous aurez 5 et ainsi de suite. Bien sûr, ici on va remplacer aussi le n par 2pi plus 1, c'est l'écriture d'un nombre impair. Bien sûr avec x qui est dans l'intervalle moins l'infini à plus l'infini. Voilà. Alors on vient ici de décomposer la fonction f de x, voilà, cette fonction f de x en une somme de séries, une série de fonctions sinusoïdales ou tout court une série de Fourier. Voilà. Mais grand f de x, elle est définie de moins l'infini à plus l'infini. Mais f de x, notre fonction, c'est-à-dire la fonction f de x qui a été, pour laquelle on a demandé la décomposition, elle ne s'étend que pour entre x égale à 0 et x égale à 1. C'est pour ça on va, on va prendre juste l'intervalle de x égale à l, x égale à 0, x égale à l. Voilà, c'est pour ça qu'on va prendre f de x. C'est la même forme de f de x.
Sauf que le x est défini entre 0 et L. Voilà. Alors, juste pour avoir une démonstration de c'est-à-dire la véracité de ce théorème-là, alors le théorème de Fourier, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit que si vous sommez tous ces termes-là jusqu'à l'infini, eh bien, vous tombez exact sur la forme exacte de f de x. Voilà. Bien sûr, dans la réalité, on ne peut pas faire ce calcul-là. On ne peut pas aller jusqu'à l'infini. Voilà. Mais juste pour vous montrer qu'est-ce que cela donne, voilà, eh bien, on va faire l'expérience suivante. On va prendre juste les 3 premiers termes de cette fonction, de cette série. Voilà. Et on va voir qu'est-ce que cela donne. Alors, prenons juste les 3 premiers termes, p égale à 0, 1, 2, et comparons le résultat de la décomposition avec la fonction exacte f de x. C'est pour ça que j'ai mis ici presque. On n'est pas égal, puisque on n'est pas allé à l'infini. C'est pour ça, je vais prendre p égale à 0, p égale à 1, p égale à 2. Alors, pour p égale à 0, vous avez 4 sur pi, sinus pi l x. Pour p égale à 1, vous avez 4 sur 3 pi, sinus 3 pi sur lx. Et pour p égale à 2, vous avez 4 sur 5 pi, sinus 5 pi sur lx. Et on va voir qu'est-ce que cela donne. Voilà. Et bien, c'est ce que donne la somme des 3 termes. Alors, vous avez le premier terme, le sinus pi sur lx. Alors bien sûr ça va de x égale à 0 à x égale à n. Le deuxième terme, c'est celui-là, c'est sinus 3 pi sur lx avec un coefficient de 4 sur 3 pi. Vous voyez que les valeurs, c'est-à-dire il y a décroissance des coefficients. Le troisième terme, voilà, c'est le troisième terme là. C'est le sinus 5 pi sur lx avec une amplitude moins inférieure que celui-là. Alors, vous avez ces 3 termes, on va les sommer. Eh bien, on va les sommer, ça donne cela, en bleu. C'est la somme des 3 termes. Alors que la fonction elle-même, c'est-à-dire la fonction exacte, c'est celle-là. C'est carré, plutôt rectangulaire. Eh bien, vous voyez que ça converge, mais c'est pas tellement la fonction exacte. Il n'y a pas, puisque on a juste 3 termes. Voilà, on a juste 3 termes. C'est pour ça on ne peut pas avoir la fonction exacte. Mais il y a un effet de convergence. Voilà, c'est-à-dire cet intervalle-là va se rétrécir. Ces extrémités vont aller vers ce côté-là, celle-là va vers ce côté-là, jusqu'à ce que les deux fonctions se confondent. Voilà. Alors pour cela, pour mieux comprendre la chose, eh bien, comparer entre le cas de 3 termes, juste 3 termes, et 10 termes, eh bien, vous voyez qu'il y a un effet de convergence pour 10 termes, mieux que ce qui a été fait pour 3 termes. Bien sûr, vous pouvez faire un jeu et aller vers les 20, 30, 50, 100, 1000, voilà. Et vous allez voir que ça... Bien sûr, cette oscillation est un problème qui a une relation avec les discontinuités de la fonction f de x. C'est des problèmes étudiés par les mathématiciens, voilà. Il y a toujours cette oscillation qui persiste. Voilà. Alors, plus le nombre de termes de la série augmente, plus on converge vers la fonction exacte. Voilà. C'est ça l'outil très très fort de l'analyse de Fourier. Voilà. Alors, il y a comme un bonus, c'est-à-dire qu'on peut faire... C'est-à-dire profiter de cette décomposition en série de Fourier pour trouver
par exemple, la somme de quelques séries. Voilà. Par exemple, en remplaçant x par L sur 2 dans la fonction, voilà, je remplace ici f de x, on remplace x par L sur 2, et bien f de x en L sur 2, et bien c'est 1. Voilà. On connaît la valeur de f de x en x égale à L sur 2. Mais puisque f de x peut s'écrire sous cette forme, il est possible de trouver, voilà, on trouve f de L sur 2. On va remplacer x par L sur 2, mais on sait que f L sur 2 égale à 1. Maintenant, sinus, alors le L avec le L, ça saute. Sinus 2pi plus 1 pi sur 2, et bien ça donne, voilà, c'est le sinus, vous voyez que 4 sur pi, pour pi égale à 0, 4 sur 3 pi, sinus 3 pi sur 2, 5 sur 4, 5 pi, sinus 5 pi sur 2, plus 4 sur 7 pi, sinus 7 pi sur 2, tout cela égale à 1. Voilà. Mais le sinus, vous voyez que le sinus pi sur 2 c'est 1, le sinus 3 pi sur 2 c'est moins 1, le sinus 5 pi sur 2 c'est 1, le sinus 7 pi sur 2 c'est moins 1, et bien vous pouvez avoir le 1 qui est égal à 4 sur pi moins 4 sur 3 pi plus 5 sur pi moins 4 sur 7 pi, et bien ça vous donne, voilà, finalement un résultat important, qui n'est pas intéressant pour le cours de notre cours, mais on peut, c'est-à-dire, c'est par curiosité mathématique, voilà, vous pouvez utiliser la décomposition série de Fourier pour trouver les valeurs de ces séries. Par exemple, la valeur de la série de 1 moins 1 sur 3 plus 1 sur 5 moins 1 sur 7 plus 1 sur 9, voilà, elle est égale à pi sur 4. Voilà, c'est un résultat qu'on a obtenu à partir de la décomposition en série de Fourier. Voilà. Maintenant, on revient à notre cas de la corde pincée. Voilà. Maintenant qu'on a une idée claire sur la décomposition en série de Fourier, alors, qu'est-ce que le concept de série de Fourier va nous aider? En quoi il va nous aider dans l'étude de notre corde pincée? Alors, on va tout d'abord constater que la fonction à t égale à 0, elle est écrite sous cette forme. Voilà, on a déjà trouvé la forme puisqu'on a remplacé y de x de t par 0 et on est tombé sur cette fonction. Mais de l'autre côté, on voit que la fonction, elle est devant nous, on peut l'écrire sous cette forme. Voilà, une partie de x égale à 0 à x égale à l, elle est 2h sur lx, de x égale à l sur 2 à x égale à l, elle est écrite sous cette forme, moins 2h sur lx moins l. Voilà. Et bien, c'est comme si f de x est décomposé en une série de Fourier avec une période de L. Voilà, c'est ça c'est-à-dire le hic, c'est-à-dire l'idée de base qui nous permet de définir les Bn, les Cn et partant les An et les Vn. C'est que on se retrouve avec une fonction f de x en relation avec la corde pincée qui ressemble à une décomposition en une série de Fourier. C'est pour ça qu'on a fait ce cours, ce mini-cours de rappel des théorèmes, des résultats les plus importants des théorèmes de Fourier. Voilà, c'est ça. Et bien, c'est comme si on a une fonction f de x qu'on peut définir à partir de sa fonction puisqu'elle est donnée sous cette forme. Et bien, toute fonction, à chaque fois qu'on veut calculer sa période, on doit multiplier 2pi, on aura 2pi, et bien
on multiplie 2 dans le numérateur, 2 dans le dénominateur, et on se retrouve avec une période égale à 2n. Sauf que le f de x, elle n'est définie que sur l'intervalle 0 et l. Voilà, sauf que f de x n'est pas périodique. Voilà, elle n'est pas périodique, elle est entre x égale à 0 et x égale à n. Condition nécessaire pour la décomposition de série de Fourier, et n'est définie que sur un intervalle 0 et n. Alors qu'est-ce qu'on va faire? C'est la même chose qu'on a fait avec la fonction de l'exemple précédent, c'est que on va, à partir de la fonction petit f de x, construire une fonction f de x qui est définie de moins l'infini à plus l'infini avec une période 2l. Voilà. En plus, alors cette fonction, il y a une contrainte, c'est que la fonction f doit être impaire, car f de x est décomposé en une série de fonctions impaires. Voilà, sinus. C'est pour ça, la fonction, elle doit être impaire. Alors, voilà, c'est-à-dire la fonction, elle est impaire, elle est décomposée sur des fonctions impaires. C'est-à-dire la fonction grand F qu'on doit proposer, elle doit être impaire. Fonction série, voilà. C'est pour ça on aura cette forme-là. Bien sûr, avec la contrainte que c'est entre x égale à 0 et x égale à n, elle doit être égale à petit f. Voilà. Elle est la même que petit f. Voilà. Alors, juste pour vous dire que il fallait choisir entre une fonction paire et impaire, parce que il y a aussi un prolongement de f de x qui peut faire, voilà, une fonction paire. Et ça marche. Mais pour un autre cas. Mais ici, il fallait prendre une fonction f de x impaire parce que le petit f de x, elle est décomposée en série de sinus et non pas de cosinus. Voilà, il faut saisir ça. Bien sûr, f de x, voilà, là, on a construit une fonction de période 2l, voilà, de moins l à n, qui se répète, cette partie qui se répète à l'infini, pardon, avec f de x qui est égal à, entre moins l et moins l sur 2, il y a la pente qui est nulle, voilà, plutôt, je m'excuse, elle est négative, moins 2h sur l, avec un décalage de moins l. Voilà, c'est pour ça qu'on écrit x plus l. Par exemple, en x égale à moins l, vous avez 0. Maintenant, entre moins l sur 2 et l sur 2, on a une pente positive avec quelque chose de linéaire, de h sur lx. Voilà, c'est de là à là. Maintenant, de là à là, on a une pente négative moins 2h sur l avec un décalage de l. C'est pour ça on écrit x moins l. Vous pouvez vérifier en posant x égale à l, l moins l égale à 0. Et bien, vous aurez une valeur de 0, nulle. Alors, c'est cette fonction que nous allons faire la décomposition. F de x, elle satisfait les conditions. C'est qu'elle s'étale de moins l'infini à plus l'infini. Elle a une période de 2n. Alors bien sûr, maintenant puisque on va l'écrire sous cette forme, bn sinus, il n'y a pas le cosinus puisqu'elle est impaire. Alors les bn, on a déjà défini les expressions des fonctions des coefficients de Fourier bn. Alors c'est 2 sur la période 2n. L'intégrale entre deux points qui sont séparés d'une période, alors moins L à L, vous aurez pu prendre de 0 à 2L. Sinus n de pi sur 2L, f de x, ben 2 ça saute, 1 sur L, moins L sur L, sinus n pi Lx, f de x, d dx. Il reste à calculer ces intégrales. Alors bien sûr, le f de x, voilà, j'ai la forme. Je peux la décomposer en 4 parties. X moins L sur 2, moins L sur 2, 0, 0 L sur 2 et L sur 2, x.
Alors, on connaît les valeurs ou bien les expressions de f de x dans chaque partie de cet intervalle. Et bien, on aura 4 parties. Voilà. Dans la première partie, elle est égale à moins h sur l x plus l. Dans la deuxième partie, entre moins l sur 2, 0, sinus np sur lx dx. Et la troisième partie de h l sur 2, sinus pi np lx x dx moins 2h sur l au carré, l'intégrale de l sur 2l, sinus x moins l. Voilà, juste pour avoir l'idée. Voilà, vous avez le f de x. Vous remplacez dans chaque intervalle. Voilà, on aura 4 intégrales à calculer. Alors, prenons la première intégrale, voilà, qui s'étend de moins l à l moins l sur 2. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un changement de variable y égale à x plus l, d'où x égale à y moins l, dy égale à dx. Ah, il faut faire attention, y c'est pas le déplacement, c'est une variable comme on prend en maths x, y, z. Voilà. L'intégrale devient, voilà, et bien, si on remplace y par x égale à l, vous aurez x égale à moins l, alors moins l plus l c'est 0, moins l sur 2 plus l c'est l sur 2. Voilà, vous aurez 0 à l sur 2, sinus np sur l, avec, vous avez le x ici, alors vous avez y moins l, voilà, y moins l, et le x plus l, ça devient y. Voilà, bien sûr avec dy égale à dx, et vous aurez cette intégrale, voilà, ou encore, alors sinus a moins b, c'est sinus fois cosinus moins cosinus fois sinus, et bien vous aurez le sinus npl cosinus np, vous avez le sinus np qui est toujours nul, l'intégrale sinus np est toujours nul, sinus pi, sinus 2pi, sinus 3pi, c'est toujours nul, et bien ça s'élimine, et bien il nous reste juste cette partie de l'intégrale avec cosinus np qu'on peut écrire égal à moins 1 puissance n. Voilà, c'est connu dans les maths. Voilà, avec pi n, voilà, sinus n, alors il y a le n ici, c'est pas un pi, voilà, c'est le n. Voilà. De même pour la quatrième intégrale, I4, voilà la quatrième intégrale, voilà, c'est celle-là. Celle-là. Alors vous avez I égale à 1, voilà, vous avez le quatrième de L sur 2 à L sinus, il y a le N ici, c'est pas le P. Voilà, il faut faire attention. C'est le N. NP sur LX, X moins L dx. Faisons le changement de variable X égale à yx moins l. Je fais les détails des calculs. J'aurais pu donner juste le résultat final, mais il faut faire ces calculs. Y égale à x moins l, y, voilà, l'intégrale devient I4. Vous avez, voilà, cette intégrale-là. Voilà. Il y a le P qui, on doit remplacer par N. Et bien, vous avez le sinus cosinus, parce que sinus A plus B, c'est sinus fois cosinus plus sinus, cosinus puis sinus, mais sinus np est toujours nul, et bien cosinus np égale à moins 1 n de moins l sur 2, 0 sinus np y dy. Voilà. Alors faisons encore un changement de variable de z égale à moins y, ce qui donne dz égale à moins dy. L'intégrale devient, voilà, on fait un changement. Le y devient moins z et moins z. Il y a 3 moins z, c'est-à-dire on a un signe moins, voilà. On aura moins z, parce que le moins z ici, c'est sinus moins z, c'est moins sinus. Moins avec le moins, c'est plus. Et on aura moins dz. Moins dz avec des intégrales qui sont inversées. Alors pour interchanger les bornes de l'intégrale, on multiplie dz par moins, voilà. Ça devient dz, et on interchange les bornes. On aura le 0 ici et le L sur 2 ici. Voilà, c'est ce que vient d'avoir. Bien sûr, les z, ce sont des variables muettes qui
on obtient I4 égale à moins 1 puissance n de 0 à L sur 2, l'intégrale de sinus n pi sur L y d dy. Ce résultat nous permet d'écrire la deuxième intégrale comme, alors la deuxième intégrale c'est celle-là, voilà, de h, l'intégrale de moins n sur 2, 0 sinus 1, voilà, ça permet, voilà, d'écrire la deuxième intégrale comme I2 égale à moins l'intégrale de moins L sur 2, 0 sinus n pi sur L y dy, qui est égal à, voilà, si on remplace, voilà, par exemple, le moins, fait un changement de variable, ben, vous pouvez faire la même chose. Vous trouvez cette forme de l'intégrale. C'est que je ramène toutes les intégrales à une intégrale aux bornes de 0 à L sur 2. C'est ça l'idée que je travaille. Voilà. Bien sûr, la troisième, elle est voilà. La troisième, elle est sans faire de travail, de calcul, elle est une intégrale entre 0 et L sur 2. On ne touche pas. Voilà. Alors, Bn, enfin l'expression de Bn se réduit à un calcul d'une seule intégrale. Voilà. On a toujours une intégrale de 0 à L sur 2, la même intégrale. Bien sûr, on la multiplie par, voilà, vous avez l'intégrale de moins h sur L, 2h moins L sur 2. Vous avez 2h sur L sur 2. 2h, on sort ce facteur en commun avec moins 2h. Et vous avez les termes. Vous avez la première intégrale, c'est moins 1 puissance n. Moins 1, parce qu'il y avait un plus avec le moins, on aura un moins ici. Moins 1, plus moins 1 puissance n, voilà l'intégrale. On est ramené à calculer une seule intégrale. Voilà, bien sûr, avec le 2 ici, on aura 4h sur L sur, au carré, 1 moins 1 puissance n, l'intégrale. Cette intégrale. Bien. Maintenant, il faut calculer cette intégrale. Alors, bien sûr, on va le faire. Voilà, vous pouvez voir que les fonctions, les Bn sont nulles pour des valeurs n paires. Parce que si on a le n pair, par exemple 0, alors moins 1 c'est 1, 1 moins 1 c'est 0. Pour 1, alors 1 moins 1 c'est 2. Alors vous aurez 8h sur L sur 2 fois cette intégrale. C'est pour ça les coefficients Bn pair sont nuls. Voilà. Il ne reste que les coefficients impairs. B, 2pi plus 1. Ouais, c'est comme ça qu'on écrit un nombre impair. Avec P, ça va de 0 à l'infini. 8h sur L au carré, l'intégrale, voilà. Alors, on va calculer par partie, c'est une intégrale simple. Alors, bien sûr, en effet, on va calculer par partie. Vous avez l'intégrale de 0 à L sur 2 qui est égale à moins L sur 2pi plus 1pi y cosinus les bornes d'intégration entre 0 et L sur 2 plus cette intégrale-là. Bien sûr, le premier terme, celui-là, est nul, puisque, alors vous avez cosinus, pour le 0, vous avez le y, c'est nul. Pour le L sur 2, cosinus 2pi plus 1pi, c'est 0. Voilà, 3pi, pi, 4pi, 5pi, voilà, c'est des valeurs impaires. C'est pour ça, le cosinus pi, le cosinus 3pi, le cosinus 5pi sont des valeurs nulles. C'est pour ça, ce terme-là s'annule. Et il ne nous reste que ce terme-là. Voilà, 1 sur 2pi plus 1pi intégrale entre, voilà. Alors, cette intégrale, voilà, on fait l'intégrale, bien sûr. Encore, voilà, 2 égale à L, l'intégrale, puisque vous avez ici le sinus 0 qui est égal à 0, mais pour L sur 2, vous avez L qui saute avec le L, alors vous avez sinus 2pi plus 1 pi
sur 2. Et bien, vous avez la valeur sinus 2pi plus 1 pi sur 2, c'est moins 1 puissance pi. Puisque sinus pi sur 2, c'est 1. Sinus 3pi sur 2, c'est moins 1. Sinus 5pi sur 2, c'est 1. Voilà, ainsi de suite. On aura finalement l'intégrale, cette intégrale qui est égale à L sur 2pi plus 1 pi fois moins 1 puissance pi. Finalement, B 2pi plus 1 égale à 8h moins 1 puissance pi sur 2pi plus 1 au carré pi au carré. Voilà, parce que on a trouvé, voilà, c'est l'intégrale. On a déjà le 8h sur L au carré et on multiplie par la valeur de cette intégrale qui est, voilà, celle-là. Voilà. Et on aura l'expression de ce coefficient de Fourier B 2pi plus 1. Voilà, avec P égale à 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Alors, on n'est pas encore au bout de nos peines, puisqu'on doit calculer les coefficients Cn afin d'établir les expressions des coefficients An et Φn. Je vous rappelle ici qu'on est en train de chercher les An et les Φn, et non pas bien sûr les Bn et les Cn, mais notre but ultime c'est de trouver les An et les Φn. Eh bien, on a trouvé les Bn, mais on n'a pas encore trouvé les Cn. Bien sûr, oméga 1 sont des paramètres bien définis. Alors pour cela, on utilise l'expression de la vitesse de la corde à t égale à 0. Je vous rappelle, voilà, c'est la forme qu'on a trouvée pour la vitesse qui est égale à 0. Voilà. Alors je vais vous rappeler cela. On est en 48, 41. Alors je vais vous rappeler, voilà, celle-là. G de x égale à, c'est la forme de la, avec Cn égale à moins an, oméga n sinus phi n. Voilà, c'est pour ça on aura cette forme-là. Voilà, on va utiliser cette Gx égale à Cn, voilà, égale à 0. Alors, comment faire pour calculer les Cn à partir de cette expression? Eh bien, pour calculer les Cn, on multiplie les deux membres de l'équation ci-dessus par Cnm sinus m pi sur Lx et on intègre sur un intervalle 0L tel que, voilà, on intègre. On multiplie par sinus m pi sur Lx et on intègre entre 0 et L par exemple. Et on aura, voilà, cette forme-là qui est égale à 0, puisque 0 fois sinus, c'est toujours 0. Alors, on fait entrer l'intégrale à l'intérieur de la somme. On aura l'intégrale de n égale à 1 jusqu'à l'infini, Cn l'intégrale égale à 0. Alors, on peut vérifier aisément, on a déjà fait dans un cours précédent ce résultat-là. Pour n égale à 1, on aura L sur 2. Pour n différent de m égale à, on aura une valeur de nul. C'est pour ça que, alors pour n égale à m, elle est égale à L sur 2, voilà. C'est-à-dire toutes les intégrales vont s'éliminer sauf une, celle pour laquelle le n égale à m. Voilà. Mais pour cette valeur-là, on a Cn ou bien Cm L sur 2 qui est égal à 0. Eh bien, cela veut dire bien évidemment que Cm qui doit être nul quel que soit m. Alors, m c'est un indice muet qu'on peut c'est-à-dire changer et prendre au lieu de m on prend n. Voilà. Ainsi on aura an au carré égale à bn au carré plus cn, puisque on a déjà trouvé cette relation. On remplace cn par 0, on aura tout juste bn au carré et an égale à plus ou moins bn. Et tangente phi n égale à moins cn sur bn oméga n qui est égal à 0. Voilà, puisque Cn égale à 0. Et on aura phi n, elle peut prendre soit 0, soit pi, quelle que soit la valeur de n. Mais, alors comment on peut trancher? Est-ce on va prendre plus bn ou moins bn? Est-ce qu'on va prendre 0 au pi?
Eh bien, en utilisant ces formules qu'on a déjà trouvées auparavant, c'est que Bn égale à An cosinus phi n et Cn égale à moins An oméga n sinus phi n, cela nous permet de trancher. Si on prend phi n égale à 0, on aura cosinus 0 c'est 1 et on aura An égale à Bn. Si on prend pi sinus cosinus phi égale à pi, on aura Bn égale à An égale à moins Bn. Alors ici on va choisir, par exemple, on va choisir la première possibilité, c'est que le An égale à Bn avec phi n égale à 0. C'est pour ça on va mettre A2pi plus 1 égale à A2p plus 1, puisque il n'y a que les coefficients impairs, d'indices impairs qui sont non nuls, égale à 2h moins 1 puissance p sur 2p plus 1 au carré, p au carré, et phi p plus 1, 2p plus 1 égale à 0 pour les valeurs p qui vont de 0 à l'infini. Finalement, le mouvement, c'est le résultat qu'on attend dès le début, c'est que le mouvement libre d'une corde de longueur L aux extrémités fixes est pincé à son milieu à une hauteur h est donné par, voilà, on remplace, on a trouvé les phi n qui sont nuls, voilà, c'est pour ça on écrit cosinus oméga 2pi plus 1t plus 0, avec An, la An c'est, on va prendre juste les indices impairs, 8h moins 1 puissance p, 2p plus 1 au carré, pi au carré, avec les pulsations propres de chaque mode, bien sûr 2pi, oméga 2pi plus 1, qui est égal, rappelez-vous, c'était n fois la vitesse fois le nombre d'ondes, npl. Et bien n, il n'y a que les termes impairs. Voilà. C'est-à-dire que ici, on a tous les termes qui sont définis. C'est-à-dire, on connaît h, on connaît le p qui est un compteur, on connaît le L, la longueur de la corde, on connaît le oméga de t, et bien on a une fonction de déplacement d'une corde dans le temps pour chaque point sur la corde. C'est-à-dire, on doit pincer, on pince la corde à t égale à 0 et on va la laisser évoluer, et bien elle va évoluer selon cette forme-là. Voilà. Vérifions si le déplacement, alors, puisqu'on a trouvé le résultat y de x de t, eh bien on va vérifier. On vérifie si le déplacement yx de t trouvé ci-dessus reproduit la forme de la corde à t égale à 0. C'est-à-dire, on va remplacer t égale à 0, on va voir est-ce qu'il va nous donner la forme qu'on a imposée à la corde à t égale à 0. Alors, remplaçons t par y, plutôt t égale à 0 ici. Voilà. On remplace t égale à 0, on aura cosinus 0. Cosinus 0, c'est 1 plutôt. On aura yx de 0 égale à, voilà, c'est cette forme. Bien sûr, on a imposé une forme sous forme de triangle. Est-ce que cette forme-là représente effectivement un triangle de hauteur h et de base L? Alors, on ne peut pas prendre tous les termes de p égale à 0 à l'infini, mais ce qui est sûr que c'est que selon Fourier, si nous allons jusqu'à l'infini, on va reproduire ce triangle. Alors, juste pour la démonstration, on va prendre juste les trois premiers termes, c'est-à-dire pour p égale à 0, p égale à 1, p égale à 2. Alors, pour p égale à 0, vous avez moins 1 puissance 0, c'est 1, 8h sur p au carré, sinus, voilà, pi sur lx, moins, parce que moins 1 puissance 1, c'est moins 1. 8h sur 3 au carré, c'est 9p au carré, sinus 3pi sur lx. Pour p égale à 2, vous avez 1. 8h sur 25p au carré, sinus 5p x. Et on va voir qu'est-ce que cela donne. Eh bien, ça vous donne cela. Voilà. Vous avez le premier terme, c'est 8h sur p sinus pi sur l. Vous avez le deuxième terme, voilà.
la fréquence commence à augmenter. Voilà, 3pi sur Lx. Vous avez le troisième terme, 5pi sur Lx sinus, avec bien sûr des termes qui décroissent. Voilà, qui décroît plutôt. 8h sur pi au carré, on divise par 9, on divise par 25. Voilà. Maintenant la somme, c'est en bleu, c'est la courbe en bleu. Alors que la forme exacte, c'est en noir. Et vous voyez que on est juste à 3 termes et ça commence à converger. Vous voyez que ça commence ça va donner la valeur exacte, bien sûr, après une vingtaine de termes, une trentaine, une centaine. Voilà. Vous pouvez faire ce jeu-là et voir qu'est-ce que cela donne. Voilà. Ben ça reproduit là la forme de la corde à t égale à 0. Voilà. Alors maintenant, on va se donner un jeu de remplacement. Par exemple, je vous préviens, c'est que le cours c'est-à-dire sur la corde vibrante est terminé ici. On va juste donner un bonus. Voilà. On va profiter de cette décomposition pour trouver quelques valeurs de son de série. C'est pour ça on va prendre le y de x égale à t égale à 0 et on va remplacer x par L sur 2. Rappelez-vous que pour x égale à L sur 2, la valeur y égale à h. Voilà. Donc, x égale à L sur 2, la valeur égale à h, y égale à h. Et bien, si vous remplacez x par L sur 2, vous avez le L ici qui saute. Vous avez sinus 2pi plus 1 pi sur L qui est moins 1 puissance pi. Et bien sûr, c'est égal à h parce que y en L sur 2 à t égale à 0, elle est égale à h. Alors, puisque voilà, on aura encore, voilà, vous avez le moins 1 puissance pi multiplié par moins 1 puissance pi, vous avez moins 1 puissance 2pi qui est égal à 1. Voilà. Vous avez le 8, le h qui saute avec le h, et vous aurez la somme de p égale à 0 à l'infini de 8, 2pi plus 1 au carré, pi au carré égale à 1. Ou encore, le 1 plus 1 sur 9 plus 1 sur 25 plus 1 sur 49 plus 1 égale à pi sur 2, pi au carré sur 8. Voilà, c'est un résultat. C'est la somme de cette série. 9, c'est 3 au carré, 5 au carré, 7 au carré. C'est la somme des inverses des carrés des nombres impairs. Voilà, c'est ça. Maintenant, on peut aller plus loin et prendre par exemple ce qu'on appelle la série d'Euler, je pense. À ma connaissance, c'est ce qu'on appelle la série d'Euler. La série d'Euler, c'est quoi? C'est la somme des inverses des carrés des nombres. C'est-à-dire 1 sur 2 au carré, 1 sur 3 au carré, 1 sur 4 au carré. J'ai oublié ici le 1 sur 16, 1 sur 25, voilà. Alors, d'après le résultat précédent, parce que le S, c'est... on va trancher, prendre les valeurs, les carrés des nombres impairs, voilà. C'est la somme des nombres impairs et pairs. Maintenant, la somme des nombres, l'inverse des carrés des nombres impairs, c'est pi au carré sur 8. On a déjà trouvé ça. Voilà. Il nous reste que la somme des inverses des carrés des nombres pairs. 1 sur 4, plus 1 sur 16, plus 2, 4, 6, 8, voilà au carré. Mais si on va faire sortir le 1 sur 4 comme facteur commun ici, on aura 1 sur 4 égale à 1, plus 1 sur 4, plus 1 sur 9, plus 1 sur 16, qui est lui-même le S au carré. Le S au carré, c'est parce que le carré des nombres pairs, voilà, c'est juste une appellation. Et bien, c'est S au carré. Qu'est-ce qu'on obtient? S au carré égale à pi sur 8, pi au carré sur 8, plus 1 sur 4, S au carré. Voilà. Bien sûr, 1 moins 1 sur 4, ça donne 3 sur 4. Pi au carré sur 8 de l'autre côté. Et on aura la somme de ces valeurs, voilà, égale à
pi au carré sur 6. Merci.